de nous tenir cette conférence qui nous tenait justement à cœur. Je dis en deux mots d'où vient l'idée d'avoir organisé cette conférence, c'est que en réalité on faisait une réunion de GA toute, je vais dire toute bête, non, aucune de nos réunions de GA 13-14 n'est bête, mais en tout cas on faisait une réunion de GA qui avait rien à voir avec ça, et puis Maître Josué s'est mis à nous parler du FTA. Sujet passionnant, notamment pour des gens comme moi qui se raccrochent à cette idée que ces valeureux aïeux, j'allais dire, étaient clairement dans le vrai, et dès le début, de par leur indépendance, de par la façon dont ils ont abordé la question du racisme et de la lutte antiraciste. J'espère que peut-être dans les questions on en reparlera, parce que c'est malheureusement, on est en 2023 bientôt, toujours un sujet brûlant d'actualité. Pas grand-chose qui a bougé, ni sur la façon d'aborder la question, ni sur la façon dont les gens vivent ou subissent le racisme. Et en plus de ça, on a l'immense honneur d'avoir Dominica avec nous. Moi, je suis tombé. N'en fais pas trop, n'en fais pas trop. Si, j'en fais vraiment pas trop. En tout cas, je conseille son livre. Ouais, qui est en vente là, Marseille 73, que Nicole m'a mis entre les mains, je sais plus, soir, pareil, on me dit, ouais, Lisa. Alors, je t'avoue, en 2 minutes, au départ, j'ai été dérouté, parce que c'est à la première personne et au présent, et tout le long du livre. Moi, ça m'a dérouté immédiatement. Par contre, c'est passionnant, c'est extrêmement documenté, et c'est une véritable plongée dans l'histoire, la vraie histoire de Marseille, de cette époque des ratonnades. Et je vous demande de les applaudir et de les laisser parler, parce que je laisse parler. Alors, il paraît qu'il faut d'abord que je me lève, parce qu'au fond, on ne me voit pas. Alors là, vous allez me voir, mais pas longtemps, parce que je ne tiens pas 1 heure comme ça. Bonjour, merci d'être là. On démarre tout de suite. Bon, alors, en gros, je suis là pour vous parler un peu de ce que j'ai essayé d'écrire et vous expliquer un peu la démarche, comment j'y suis venue, pourquoi et quels ont été mes centres d'intérêt. Alors, la première chose, c'est que la rencontre a été le fait du hasard. La rencontre avec l'histoire des ratonnades de 73 à Marseille. Quand je travaillais sur, il y a 4 ou 5 ans, sur un autre roman polar, un roman noir, sur Marseille, dans le premier semestre de 73. Et comme je fais toujours beaucoup de lectures de la presse régionale quand je travaille sur un sujet, j'ai débordé un peu sur le premier semestre et je suis tombée sur cette histoire incroyable. Pourquoi était-elle incroyable à mes yeux? Elle était incroyable parce qu'en 73, j'étais militante syndicale à Paris, je suis parisienne. Tout le monde, pendant longtemps, les gens ont cru que j'étais marseillaise, pas du tout. Je suis parisienne et à Paris, j'ai été impliquée dans beaucoup de luttes de travailleurs immigrés dans le syndicat, avec le syndicat et avec les travailleurs immigrés. Et je n'avais jamais entendu parler de ce qui s'était passé à Marseille. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette interrogation, comment se fait-il que j'ai jamais entendu parler de ça, que j'ai jamais pu m'impliquer dans cette affaire? J'ai commencé à travailler. Si vous voulez, un roman pour moi, c'est un moyen d'essayer de comprendre quelque chose. J'écris un roman pour comprendre ce qui s'est passé et pour essayer de comprendre comment les militants de l'époque ont pris le problème, pas pris le problème, ont été en dehors du coup, ont été dans le coup, pour essayer de faire une espèce de bilan de ma génération, en quelque sorte. J'essaye comme ça, par une série de flashs, de reconstituer les moments les plus importants et les espèces de carrefours pour l'orientation de ma génération. Bon. Donc,
qu'est-ce que j'ai trouvé dans la presse régionale? J'ai trouvé dans la Provence, et puis le provençal à l'époque, et puis méridional, un certain nombre de choses qui étaient, bon, on laisse tomber le méridional, bon. Ce qui était très très frappant dans le provençal, c'est que en dehors du meurtre qui a été, il s'est passé, si vous voulez, ce qui a déclenché la crise d'assassinat, c'est un meurtre, et c'est très intéressant parce qu'on se trouve exactement dans le même cas que l'histoire Lola. C'est un meurtre d'un tramino marseillais par un travailleur immigré algérien extrêmement dérangé sur le plan psychiatrique. Il avait été lui-même agressé, il a eu des traumatismes crâniens extrêmement lourds, il a été soigné pendant 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, les toubibs n'étaient pas arrivés à éliminer la quantité de sang qui s'était répandue dans le cerveau. Donc, le malheureux était vraiment extrêmement dérangé. Et ce meurtre était évidemment, d'ailleurs il n'a jamais été jugé, était un meurtre de personnes profondément déséquilibrées. Mais ça a donné lieu à une flambée de racisme très particulière, c'est-à-dire pas organisée systématiquement, mais une série de meurtres. On buvait un coup ensemble, après avoir bu un coup, on prenait la bagnole, on prenait un flingue et on allait flinguer un Algérien dans la rue. Voilà. Et il y a eu 17, 18 morts. On ne sait pas le chiffre exact. Et ça, c'est très important aussi, parce que dans la plupart des meurtres racistes, que ce soit la police, que ce soit l'armée, ou que ce soit des individus, ou que ce soit des organisations d'extrême droite, on n'est généralement pas au clair sur le nombre de morts, ou sur le nombre de disparus. Et c'est très important. C'est très important cette incertitude, parce que c'est une façon supplémentaire de dire ce sont des gens qui ne comptent pas. Et donc on ne peut pas les compter. Donc 17 ou 18 morts. Bon. Et dans la France entière, parce que ça s'est répandu dans la France entière, une 50aine de morts entre le mois d'août et le mois de septembre 1973. Et dans la presse le provençal, ça donnait lieu, à part le meurtre initial du Tramino, ça donnait lieu à, en page 5, pour les faits divers, une ligne. On a retrouvé un corps dans le Vieux-Port, probablement une chute accidentelle. On a retrouvé un Algérien tué le long de la ligne de chemin de fer, le crâne fracassé par des pierres. Probablement un règlement de compte entre coreligionnaires, c'était le terme utilisé, etc., etc. C'était absolument incroyable. Et là, je suis tombée là-dessus, je me suis dit, là, il y a vraiment, il faut que j'arrive à comprendre ce qui s'est passé. Comment j'ai pu ne pas être au courant, et il faut que j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je me mets au travail et je commence à essayer de faire un roman. Bon. Alors, voilà à peu près le point de départ, si vous voulez. Et ce que je trouve, ce qui me passionne dans cette histoire, ce qui m'intrigue et qui me passionne, c'est que je trouve, si vous voulez, 2 choses très importantes et qui se répondent l'une l'autre d'ailleurs. La première, c'est le silence, effectivement. Le silence écrasant. On a quand même, en 3 semaines, ça s'arrête à peu près le 19 septembre. On a en 3 semaines 17 ou 18 morts, entrefilés dans la presse régionale, à peu près rien sur le plan national, et silence. Bon. Et ce silence, pour moi, ça renvoie évidemment à quelque chose de très important et de très lourd
et de très fort dans la culture française, qui est le déni. En France, c'est connu, c'est la société des droits de l'homme, la nation des droits de l'homme, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors tout ce qui ne rentre pas dans le modèle raconté, dans le modèle idéalisé, tout ce qui ne rentre pas dedans, on n'en parle pas. On n'en parle pas, et si quelqu'un dans un coin se met à en parler, c'est le déni, c'est-à-dire on nie l'existence. C'est un trait fort de notre culture française. Et ça, il faut en être conscient. Et c'est pas, tous les pays ne fonctionnent pas de la même façon. Bon, je vous donne quelques exemples très très lourds de cette politique du déni. Par exemple, en France, dans les 20 ans qui ont suivi la guerre de 40, Vichy, il n'y avait pas de gros travaux historiens sur Vichy et sur la collaboration avec l'Allemagne. Et Vichy, en gros, ben, le maréchal, il avait fait ce qu'il avait pu et on avait sauvé les Juifs français. Ça a duré 20 ans. Et il a fallu que ce soit un Américain qui fasse le premier travail historique de poids important sur Vichy et sur Pétain. C'est le livre de Paxton. C'est 20 ans après et c'est un Américain. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire l'histoire de Vichy. Et il a fallu attendre très longtemps pour que l'histoire avance beaucoup, puisqu'on a quand même eu le procès de Papon. Le procès de Papon, c'est quand même dans les années 90. Dans les années 90. Bon, je ne sais pas si vous voyez la distance, le poids, etc. Et si on prend un exemple plus récent, qui est celui de la guerre d'Algérie, d'abord, la guerre d'Algérie n'a pas existé pendant très très longtemps. On n'a pas utilisé le mot guerre. Le mot guerre était interdit. C'était une opération spéciale, absolument comme on dit, de maintien de l'ordre. C'est nous qui avons inventé ça. Et derrière, il y avait quand même une décision très claire, c'était qu'on était signataire des textes de l'ONU sur le droit de la guerre, et que si on ne fait pas la guerre, on n'est pas soumis au droit de la guerre. Donc, torture, disparition, massacre, déport de population, utilisation du napalm, tout ça, on ne faisait pas la guerre. Donc, on n'a pas à en parler. Et le déni a été extraordinairement puissant parce que la censure a été très très lourde et parce que, bon, il y a eu des formes de répression et parce que, si vous voulez, du même coup, l'expression culturelle, le travail de la culture, qui est quand même un moyen de communication extrêmement important, autour de la guerre d'Algérie est resté très très faible. Très très faible. Le grand film sur la guerre d'Algérie, c'est un Italien qui l'a fait, Pontecorvo. Bon. Les films français, il y en a eu 2 ou 3, c'est des petits films et ils ont été interdits. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'ont pas été projetés. Et il a fallu attendre les années 90, je ne sais plus la date exacte, peut-être 1992, mais le 12, là, je ne suis pas sûre. En tout cas, les années 90, pour que le terme de guerre soit enfin accepté. Et il a été accepté pour que les anciens combattants puissent bénéficier de la retraite des anciens combattants. Parce que tant que c'était des opérations de police, ils ne pouvaient pas en bénéficier. Voilà la raison pour laquelle on a fini par adopter le terme de guerre. Donc, si vous voulez, bon, pour moi, dans notre culture, et je prends comme comparaison les États-Unis, qui n'ont pas du tout la même culture. Aux États-Unis, on fait un génocide. On commence par un génocide, le génocide des Indiens. Ben, on en fait une épopée. On ne se tait pas, on le raconte. Et on le raconte avec des formes épiques. C'est-à-dire,
vous voyez ces Indiens avec des lances, des arcs et des flèches qui sont massacrés par des colons qui viennent s'installer avec des fusils et des mitraillettes. Ah non, peut-être pas les mitraillettes, avec les fusils. et ça devient épique. Ça devient épique. Bon. Et la guerre, par exemple, la guerre au Vietnam a donné lieu immédiatement à des films qui ont été quelquefois extrêmement violents et extrêmement lourds, en fait, pour la culture américaine. Là, le caractère épique n'a pas aussi bien réussi qu'avec les westerns. Bon. Donc, si vous voulez, la réaction américaine n'est pas la même que la nôtre. Bon. Et chaque pays a sa culture, et nous, la culture française, c'est la culture du déni. C'est-à-dire, non, c'est pas grave, on n'a pas fait grand-chose, non. On tourne la tête. Il faut quand même vous rappeler quand même que ça a été tellement fort qu'en 2005, on a encore eu le vote d'une loi à l'Assemblée nationale parlant des bienfaits de la colonisation. Les bienfaits de la colonisation en 2005. Bon, l'article ensuite a été retiré. Mais enfin, il avait été voté. Donc, si vous voulez, première chose qui m'intéresse beaucoup, ce silence est lié à une forme profonde de notre culture qui est celle du déni. Bien. Et la deuxième chose, c'est l'impunité. L'impunité, c'est quelque chose, là aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très fort autour de la question de la décolonisation. Et ce qui est passionnant dans cette histoire de 73, c'est de voir le glissement des formes d'impunité de la guerre coloniale à la situation française. Moi, j'ai envie de faire un peu le parallèle. Bon, c'est sans doute pas, non, je ne vais pas le faire, c'est pas un très bon parallèle. On va passer sur le parallèle. Mais ça, c'est très, très, si vous voulez, c'est très important pour vous dire à quel point les assassins étaient sûrs de leur impunité. C'est que finalement, dans les 17 ou 18 meurtres, il n'y a eu qu'un seul assassin identifié. Et bon, si jamais vous lisez le livre, vous verrez qu'il a été identifié parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Il avait été identifié par les frères de la victime. Donc les policiers ont dit oui, on le connaît, on va s'en occuper. Bon. 1 an et demi après l'assassinat. Les frères avaient mis 1 an et demi à le retrouver. Bon. Mais cet assassin, ce seul assassin qu'on a retrouvé, on a découvert qu'il avait fait, c'était un policier, il avait fait l'assassinat avec son arme de service et sa voiture personnelle. Absolument pas le moindre souci de dissimuler son acte. Pas le moindre souci. Ça dit lourd. Ça dit vraiment lourd de l'ambiance et du sentiment de totale impunité. C'est-à-dire, certains que les policiers ne chercheraient pas, et si jamais les policiers le cherchaient, certains que les juges passeraient dessus. Et dans l'affaire, il y a eu un seul criminel identifié et aucun jugé. Bon. Voilà. Donc, deuxième chose qui me fascinait, c'était cette culture de l'impunité qui rejaillit complètement sur la culture française à cette époque et qui rejaillit lourdement à la culture, je veux dire, dans le pays. C'est-à-dire que tout phénomène qui se passe au niveau de la domination coloniale a des conséquences massives dans le pays colonisateur. On n'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas réservé à
la colonie. Non, ça devient un trait marquant de la culture du pays colonisateur, par des mécanismes divers. Évidemment, les mécanismes divers, c'est que la police et la justice des colonies retournent dans le pays colonisateur. Et puis, que pour la France, il y a eu le retour massif de Pieds Noirs et avec toute une culture, là aussi, de l'impunité, qui ont beaucoup joué. Et puis, voilà, c'est très important. Un pays colonisateur est marqué profondément par la politique coloniale qu'il mène. Et n'est pas... Enfin, voilà, il en est profondément marqué. Et c'est de ces deux points de vue, si vous voulez, que l'affaire m'intéressait beaucoup. Et puis, il y a une troisième chose, évidemment, que vous attendez tous, c'est la question du MTA, du mouvement des travailleurs arabes, que j'ai découvert à cette occasion. Je ne connaissais pas du tout le MTA à l'époque. À Paris, il y a eu un mouvement, mais il a été beaucoup plus limité, sans commune mesure. Par contre, j'avais beaucoup participé à une série de luttes de travailleurs immigrés quand j'étais donc responsable syndical à Paris dans les années 70-80. Et il y avait des traits extrêmement forts communs. Le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, il y a une chose qui est tout à fait remarquable dans l'histoire marseillaise, c'est qu'il a été, si vous voulez, un moment où il y a eu à la fois une autonomie des luttes des travailleurs immigrés qui se sont organisés entre eux, qui ont tenu avec force à être autonomes et à décider eux-mêmes de la façon dont ils se battaient, d'assumer totalement ce poids-là, et dans le même temps d'assumer la recherche de la collaboration de groupes de soutien européens, français en l'occurrence, dans une optique, c'est le double mouvement qui est fascinant et passionnant, à la fois la volonté d'autonomie et la recherche d'internationalisme, la recherche d'un soutien plus large que ce que l'on est soi-même. Ça m'a rappelé d'autres luttes auxquelles j'avais participé à Paris. Moi, j'ai participé à une bagarre très longue qui a duré à peu près 6 mois dans le sentier parisien, où là, la façon dont on avait articulé les deux, c'est que la totalité des travailleurs étaient des travailleurs immigrés. On leur a construit un syndicat dont on leur a donné totalement la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils se sont organisés dans un syndicat de la confection dont ils étaient complètement responsables. Mais en même temps, moi j'étais à l'union départementale du syndicat, on a énormément aidé, fonctionné avec eux et tout, et j'ai retrouvé, si vous voulez, cette articulation dans l'histoire du MTA en 73 à Marseille. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé ailleurs, à Marseille. Et ce que je me disais, si vous voulez, compte tenu de mon passé, compte tenu de tout ce que j'ai vécu, je me disais, c'est vraiment dans ces années 70 qu'on a loupé le virage, nous les syndicats, complètement. Il y avait des possibilités énormes et on a loupé le virage. Bon, c'est pas très optimiste. Tu vas remonter ça, hein? Tout le monde connaît mon optimisme légendaire. Je trouve que ça fait rire tout le monde. Voilà, et donc, si vous voulez, après tout ça, une fois que je suis arrivée là, il y a la question de savoir qu'est-ce que j'en fais. Moi, j'en fais un roman, évidemment. Et là, le problème
comment on aborde une question comme ça dans un roman? Alors pourquoi un roman? Moi, je suis historienne de formation et j'ai enseigné l'histoire très très longtemps, toute ma carrière. Pourquoi choisir le roman? J'ai choisi le roman parce que ce qui m'intéresse, c'est d'abord, si vous voulez, le rapport des lecteurs au roman n'est pas du tout le même que les rapports d'un lecteur à une recherche historique. Le public d'une recherche historique est plus limité et en même temps, recherche historique ou sociologique, quand vous abordez un texte de ce genre, vous le lisez avec votre intelligence. Quand vous abordez un roman, vous entrez dans la vie de ce qui vous est raconté et des personnages qui sont là. C'est une expérience de vie. Un roman, c'est une expérience de vie. C'est pas une démarche intellectuelle, c'est une expérience de vie. Et moi, ça m'intéresse d'essayer, j'ai moi-même ressenti ça très très fortement en lisant certains romans, et je me suis dit, en les lisant, je me suis dit, si c'est possible, ça vaut le coup d'essayer. Et j'ai l'envie, si vous voulez, de communiquer un minimum de rapports sensuels, sentimentales, de réactions complexes, etc., autour des histoires, de contribuer de cette façon-là à une culture populaire de notre histoire française. Voilà, parce que ça me semble être très très important, ce fond culturel, si on veut arriver en fait à avancer. Et franchement, dans les 30, 40, 50 dernières années, sur le plan culturel, on a été plutôt faiblard. C'est mon point de vue. Voilà. Alors après, roman, bah, la question qui est compliquée, qui est très compliquée, c'est quel point de vue? Comment va fonctionner le roman? Quel point de vue? Comment on attrape les personnages? J'ai eu beaucoup de mal à me situer parce que je suis parisienne. Je connais assez bien la police française parisienne. La police marseillaise, c'est très différent. Voilà. Et du coup, j'ai pris comme point d'ancrage de l'histoire policière, pas l'histoire totale, mais l'histoire policière, j'ai pris comme ancrage de cette histoire policière un flic parisien à son premier poste. Ce qui me permettait d'avoir un minimum de recul par rapport à la police marseillaise, qui me passionne. Le personnage de policier marseillais que j'ai essayé de rendre me passionne parce que c'est ces flics qui sont... la question de la répression n'est pas du tout la question centrale. La question centrale est la question de la gestion, on va dire presque corporative du milieu. Et des problèmes que rencontre le milieu. Il faut gérer. Ce sont des flics qui se vivent comme gestionnaires, pas du tout comme répressifs. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'il y en a toujours eu des flics comme ça. J'en ai rencontré moi dans le sentier. Et c'est une mentalité très particulière. Donc j'ai essayé d'en avoir un comme ça. D'avoir un Marseillais comme ça, au lecteur de dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un flic gestionnaire. Bon, voilà, et donc... alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui a été extrêmement surprenant pour moi et très gratifiant, c'est que tous les acteurs de l'histoire, sauf les flics, tous les acteurs de l'histoire m'ont contacté après la sortie du roman. Alors ça m'a bouleversée, étonnée, parce que les personnages, si vous voulez, moi,
la façon dont je fais fonctionner mes romans. Je prends des faits, je les travaille, je me documente comme une historienne sur les faits. Et les faits, je ne les change pas. Par contre, les personnages, je les invente. Je les invente. Je ne cherche pas du tout qu'est-ce qu'ils ont été vraiment. Je les invente. C'est là le rôle, si vous voulez, du roman. Je les invente pour faire vivre le lecteur à travers eux. Bon. Donc, ces personnages qui me contactent me disent tous, bon, c'est pas vraiment nous, mais on a eu du plaisir à se rencontrer. Voilà. Et ça c'est la première fois que ça m'arrive. Et c'est très, très gratifiant. Je me suis dit, là, j'ai dû réussir quand même quelque chose. Et en particulier, si vous voulez, la famille de la victime sur laquelle j'ai fondé toute mon histoire, on a longuement discuté ensemble, on s'est vu à nombreuses reprises, après la sortie du roman, hein, pas avant, et ils m'ont dit deux choses. La première, c'est que à partir du roman, ils avaient pour la première fois parlé de l'histoire, du meurtre réel en famille. Vous vous rendez compte, c'était 45 ans après. Ils n'en avaient jamais parlé entre eux. Jamais. Ça, c'est la première chose qui est très impressionnante. Et la deuxième, c'est que la nièce de la victime m'a dit « Maintenant, je suis fière. » Bon, alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas romancier. Je ne suis pas non plus historien et ça joue beaucoup dans ce que je vais vous dire parce que ces éléments sont beaucoup marqués dans ma mémoire. Mais j'ai appris au contact des historiens qu'il faut se méfier de la mémoire, de ce qu'elle peut être. Il y a des travaux d'historiens. Rassoul Abrahim, qui aurait dû être parmi nous, mais n'a pas pu pour une raison de santé, a fait une thèse sur cette question. Sur certains points, j'ai des discussions, mais enfin ça existe. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de travaux depuis sur ces problèmes-là. Si vous voulez aller regarder de près ça. Moi, je voudrais intervenir vraiment sur deux points. Premièrement, rendre compte de l'atmosphère qui pouvait régner à l'époque. Très souvent, malheureusement, dans la suite de ma carrière militante, j'ai rencontré des tas de gens qui m'ont dit « mais c'est terrible, le racisme à Marseille, vous ne vous rendez pas compte ce qui arrive, ce qui est arrivé, etc. » Oui, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on en est encore là. Mais le climat qu'il y avait à l'époque, je ne l'ai jamais retrouvé avec une telle gravité. C'est une chose... Vous voyez, là, quand j'ai regardé, pour moi, j'avais l'impression que ça avait duré des semaines, voire des mois. C'est concentré en 10 jours. En 10 jours, vous avez ces assassinats-là. Mais chaque heure qui passait était terrifiante. Terrifiante dans l'atmosphère que l'on pouvait avoir d'une manière générale. Alors, d'un côté, on peut se dire, bon, c'est pas aussi grave maintenant, c'est pas tout ce que je veux dire. Hein. J'ai déjà dit à tous les camarades en arrivant que j'étais désespéré de la situation telle qu'elle évolue en France. Bon, voilà. En particulier sur ces questions de racisme. Mais il faut se rendre compte que ces choses-là qui ont existé, qui n'ont pas été soldées, elles n'ont pas été soldées, personne n'a été condamné pour ces meurtres, voilà. Sans compter celles qui ont suivi, parce qu'ensuite, juste après, il y a eu un attentat au consulat d'Algérie, avec encore des morts, et encore une fois, personne n'a été, enfin les enquêtes n'ont pas abouti même pas des condamnations, mais simplement abouti à connaître ce qui pouvait se passer pour de bon. Et ça a duré, parce qu'on avait espéré que quand Mitterrand prendrait le pouvoir, que la gauche viendrait à ouvrir les dossiers, et bien ça n'a pas été là. Soit ils n'existaient pas, c'est peu probable, soit ça n'a pas été fait. Donc, c'est des choses qui cheminent encore dans notre pays, parce que ça n'a pas été soldé. Et bon, vous connaissez la formule, les choses, quand on n'a pas soldé ces choses-là, elles peuvent revenir. Elles sont toujours présentes. Alors, je vais vous faire passer ici
je vous ai fait un extrait de ce que racontait le Méridional, donc le journal d'extrême droite de l'époque, de droite, disons, enfin, d'extrême droite, tenu par des fachos, qui ont ensuite, dans un deuxième temps, de faire racheter le Méridional pour fusionner le Méridional avec la Provence. À l'époque de ces textes, c'est Defer qui est propriétaire. Absolument, c'est ce que je voulais dire. Donc, il a fusionné les deux types dont il était propriétaire. Alors, bon, donc il n'a pas beaucoup fait œuvre de la censure, si vous voulez. Donc j'en ai pas assez, je croyais qu'on est plus nombreux que ce que je pensais, donc prenez-en un pour deux, un pour trois, et puis lisez ce qu'il pouvait se dire à cette époque-là. C'était bon, l'assassinat de Gerlache, bon, vous avez entendu de quoi il s'agissait, on a su assez rapidement, en fait, par l'université, par la faculté, et pas par les gens de gauche, hein, c'est-à-dire que c'était un monsieur qui s'appelle Gasto, qui était je ne sais plus comment on appelle à l'époque, doyen de l'université de médecine, et qui était un ennemi, c'est-à-dire les groupes d'extrême gauche qui étaient les nôtres, on s'est battu avec lui, politiquement, syndicalement, très souvent. Gasto, qui est un spécialiste de ces questions-là, a dit très vite, c'est quelque chose qui dépasse le caractère intentionnel, il y a un truc qui ne va pas chez ce mec, et donc, il ne faut pas le faire. Mais ça a quand même déclenché une atmosphère qui était absolument étouffante. Et on a appris de cet assassinat, disons peu à peu, mais en se rendant compte de la portée que ça pouvait avoir. Parce qu'en fait, on ne les a pas tous commis, on vous dit 19 là, mais nous, on savait 7-8, c'était déjà énorme, 7-8, dont celui de la jeunesse dont on vous a parlé là tout à l'heure. Parce que celui-là est arrivé sur la place publique, il y a eu un enterrement, il y a eu une manifestation pour son enterrement, mais on avait le reste. Et c'est venu percuter en même temps ce qui était en train de se constituer, qui était le mouvement des travailleurs arabes, qui était là depuis quelques semaines, quelques mois dans l'affaire. Ce mouvement, alors je sais que c'est bête de dire ça, parce que bon, mais c'est toujours très énervant de lire des choses sur le MTA quand il y en a. Parce que la plupart des choses que vous lisez, qui ne sont pas celles de Rachid Abrahim, mais des choses que vous pouvez lire même sur Wikipédia, c'est complètement faux. Voilà, ça n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'a été réellement le MTA. Le mouvement des travailleurs arabes prend sa racine, ça c'est dit souvent, et ça c'est vrai, dans le mouvement de soutien à la Palestine, dans les comités palestiniens. Mais les comités palestiniens étaient animés par les militants de l'extrême gauche européens, disons, et par les militants de l'extrême gauche des pays d'origine, des pays arabes. C'est une chose qu'on a du mal à comprendre maintenant, parce que quand on parle maintenant du racisme, ça touche, évidemment ça touche le monde entier, mais quand on parle de la France, ça touche les Français. Les gens qui sont français, de A jusqu'à Z, qui sont destinés français, voilà, bon, ce que je disais quand j'étais élu avec Ravi, en fait. Donc, je précise à chaque fois d'opposition, quand il était élu là, et qui disait il faut les renvoyer, je dis il faut renvoyer les musulmans, vous allez les renvoyer où? Enfin, ils sont français. Bon, voilà, bon. Dans l'autre secteur, le 13-14, où j'habite, où j'étais élu, il y a, d'après l'INSEE, 8% d'étrangers. Tous les autres sont français. Bon. Et lui, il m'avait répondu, moi, monsieur Josia, bien sûr, l'INSEE, l'air de dire, c'est encore un complot qui a été fait, je ne sais pas par quel juif, qui est là derrière, et qui dit, mais bon, donc il n'y croyait pas du tout, et il m'a dit, le racisme pur, il dit, mais monsieur Josia, sortant dans la rue, et vous verrez ce que vous allez voir, qu'est-ce que j'allais voir, des Arabes et des Noirs, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Donc pas des Français. Or, c'est des Français. Mais à l'époque, il y avait ça, mais c'était pour vraiment des étrangers. C'est pas exactement la même situation. Et les militants qui étaient à l'origine du MTA étaient des militants qui faisaient partie de groupes révolutionnaires dans leur propre pays. Plus ou moins révolutionnaires, ça dépend des gens, ça dépend des choses. Au Maroc, en Syrie, il y avait un dirigeant qui était très connu, militant syrien. Et il y avait, pareil pour la Maman au Maroc, il y avait des gens qui étaient en Algérie, des gens qui étaient en Tunisie. C'était donc une décision purement politique et internationaliste. Et cette décision, elle a été mûrie dans l'idée travailleurs français immigrés, c'est bien, ça ne va pas suffire. Travailleurs français immigrés, c'est le mandat de 68, ça fait un tour de 68, qui est toujours juste, hein, c'est pas la question. Mais ça ne va pas suffire. Alors je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs dans le pays.
j'ai l'impression qu'on était un peu à l'avant-garde, je ne suis pas absolument sûr, je ne sais pas. Mais ici, l'idée s'est installée par ces militants-là du comité Palestine, et donc des militants d'extrême gauche en réalité, pas pour les anciens, non, pas la totalité, parce qu'il y a aussi des militants chrétiens, des militants de chrétiens de gauche. C'est une espèce qui existe toujours et qu'il faut respecter. Franchement, moi j'ai un respect énorme qui date de la période de la guerre d'Algérie, pour ce qu'ils ont pu faire à ce moment-là. Et pour cette période-là, chrétien, ça ne veut pas dire obligatoirement catholique. Hein, celui qui nous recevait était un pasteur protestant et qui nous a ouvert, c'était autour de la porte d'Aix, et qui nous ouvrait ses locaux pour faire l'assemblée générale de ça. Et l'idée a été mûrie de dire travailleurs français immigrés, ça ne marche pas toujours, parce que les syndicats bloquent, hein, les syndicats qu'ils étaient à l'époque bloquaient beaucoup, ils ne croyaient pas vraiment, se méfiaient, etc. Il y avait le racisme qui était général et aussi dans les syndicats. Mais même ça ne va pas aller tant que les secteurs eux-mêmes concernés ne vont pas gagner une autonomie. D'où, non pas une organisation qui se serait appelée, par exemple, mouvement de solidarité avec les travailleurs immigrés, ou mouvement de solidarité avec les travailleurs arabes, c'est essentiellement des arabes, mais mouvement des travailleurs arabes. C'est-à-dire qui se manifestaient dans leur autonomie, mais pas en rupture. Ça c'est très important dans l'affaire. Je sais que maintenant cette question est un peu délicate. Ça n'a jamais été pensé en rupture avec les militants européens qui participaient aux réunions du MTA, dans la salle, qui étaient là, qui discutaient des choses, qui prenaient des décisions, mais pas à la place des gens. C'était cet environnement qui est absolument indispensable, c'est-à-dire si on laisse les gens en autonomie de seuls, ils se font massacrer, parce que le racisme est trop fort. Donc il faut à la fois l'autonomie et l'environnement. Et heureusement qu'il y avait le MTA. Parce que quand ce truc-là nous a percuté de plein fouet, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, on a réagi comme n'importe quel militant antiraciste. On a dit on va faire un grand front antiraciste. On va essayer de mobiliser tout le monde. Bon. Mais on s'est rendu compte tout de suite de ces choses absolument... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film qui s'appelle Z de Costa Gavras. C'était vraiment l'atmosphère. C'est-à-dire, on se tournait de partout, on trouvait que des gens qui étaient soit des racistes, soit des gens qui disaient surtout, fermez-la. Parce que c'est très difficile, il y a plein de racistes partout, ne faites rien, bougez pas. Elle disait, mais les gens meurent, bougez pas. Et en réalité, on se disait, c'est impossible d'être isolé à ce point. Bon, décision d'une manifestation de l'extrême droite, pour aller vite, après l'enterrement de Garlache. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On nous dit surtout, faites rien. Les groupes d'extrême gauche, c'est pas le MTA. Le groupe d'extrême gauche décide, on fait une contre-manif. On appelle une contre-manifestation, avec l'espoir qui s'est heureusement vérifié juste que le préfet allait interdire les deux. Que le préfet a fait. Mais si on n'avait pas fait ça, il y aurait un déferlement d'une manifestation d'extrême droite. Mais on était les seuls à se dire, il faut faire quelque chose, il faut bouger. Et la décision qui avait été prise, c'est de faire un grand meeting antiraciste. Mais pour ça, il faut un certain temps. Donc, c'était 10 jours après. Quel lieu, je vais revenir à la fin sur ce meeting-là. Mais entre-temps, les bruits arrivent, les informations que les gens meurent. Ils se font massacrer. À Marseille, après, on a appris que c'était beaucoup plus général, enfin, que dans au moins toute la région. Mais à Marseille, les gens meurent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'idée... franchement, ma mémoire me manque là, parce que je ne sais pas qui a eu l'idée. Donc j'ai demandé ça à plein de gens, et tout le monde me dit c'était collectif. Bon, c'est pas une réponse, parce qu'il a bien fallu que quelqu'un dise quelque chose. Et l'idée a surgi de dire il faut qu'il y ait un mouvement de grève des travailleurs arabes. Alors, tout compte là-dessus. Travailleurs arabes. Il ne s'agissait pas d'un mouvement où on appelait les gens en solidarité à faire une grève contre le racisme. Non, c'était les travailleurs arabes. Et qui se prenaient par la main et qui allaient dire « nous existons et nous allons faire grève ». Et de la grève. Alors la grève, évidemment, l'influence des groupes d'extrême gauche, vous voyez, bon, c'est pas non plus, ça tombe pas non plus de n'importe où, c'était la grève. Mais l'idée de la grève, c'était quoi? C'était de montrer, que si les travailleurs arabes faisaient grève, eh bien ça allait peser, parce qu'ils comptaient beaucoup, du point de vue du fonctionnement général de la société, et deux, l'espoir que les travailleurs français, les ouvriers français, comme la forme qui était utilisée était celle qu'ils connaissaient, syndicale, allaient repérer des frères de combat dedans. Et ce pari s'est révélé juste. C'est absolument inouï et extraordinaire. C'est-à-dire que la décision a été prise. Cette décision a été prise
à 4 heures du matin, dans tous les arrêts, il n'y a pas de métro, dans tous les arrêts de bus, etc., on distribue les tracts et on dit il faut la grève. Contre tout le monde, je ne parle même pas des partis politiques, les syndicats étaient vent debout contre l'affaire. Pour toutes les raisons cumulées. Un, ça divisait la classe ouvrière, et effectivement, cet argument est entendable. Parce que tout ça sort cette idée complètement folle d'aller lancer tout seul des travailleurs arabes. Bon, mais la réponse était, écoutez, si vous n'êtes pas content avec ça, faites mieux. Faites la grève de tout le monde. Mais puisque c'est pas ça, donc moins de travailleurs arabes. Donc le syndicat était plus que réticent. C'était une bataille féroce. L'amicale des Algériens, toutes les amicales, mais celle des Algériens qui à l'époque c'était quelque chose, c'était le FLN, hein, donc il était auréolé de la guerre d'indépendance. Et l'amicale des Algériens était vent debout contre, en alliance avec les syndicats, contre l'affaire. Ils ont mené une campagne de propagande très violente contre. Pourquoi ça, c'était vraiment une très mauvaise surprise, il faut bien dire. Hein, parce que, d'un coup, il surgissait un mouvement qui leur échappait. Et qui a annoncé, on va en discuter tout à l'heure, qui a annoncé un peu ce qui allait se passer un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus vraiment d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens. Il s'agissait des gens qui étaient des émigrés et qui peut-être allaient rester en France. C'était plus exactement la même chose. Et ça, on ne le savait pas à l'époque. Hein. Bon, il faut bien dire, c'était pas dans l'analyse. N'empêche qu'on avait tout le monde contre nous. Et on a dans les allées. Donc le MTA, ce qu'on pouvait faire, on a tout mobilisé pour dire, bon, allez, il faut se mettre à la grève. Et un des trucs les plus spectaculaires, c'est les chantiers navals de la Ciotat. Ça n'existe plus maintenant. Enfin, si, il y a quelques petits chantiers. À l'époque, c'était 6 000 travailleurs. C'était un bastion énorme. Tout le monde regardait dessus. La CGT était hyper hégémonique. Le Parti communiste était très fort. Les groupes extrême gauche, tous, autant qu'ils sont, avaient des cellules dedans. Enfin, c'était quelque chose d'important, le chantier naval. 2000 grévistes. Sur les 6 000. 1800, j'ai 1800. dit. Voilà, le petit Marseillais. Sur la police ou Entre les Marseillais. Bon, mais donc, vous voyez l'ampleur de la chose. Et de ce qui nous a... Moi, j'étais pas là-bas, mais de ce qu'ils nous ont raconté, la réaction des travailleurs français, enfin français européens et autres, parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols aussi, c'était pas que des Européens, mais pas obligatoirement des Français. C'était un changement pratiquement immédiat de relation avec les gens qui étaient là. Ça consistait à dire, bon, quand même, si nos collègues de travail se mettent en grève, c'est que franchement c'est grave. Et que franchement, on est des moins que rien, il faut faire quelque chose, il faut agir, etc. Et alors, je n'ai pas les documents, je n'ai pas les informations suffisantes, mais n'empêche que, parce que la corrélation n'est pas la raison comme on sait, mais il n'empêche que cette grève a bloqué les assassinats. C'est-à-dire qu'à partir de cette grève-là, il y a eu un changement dans la manière dont les gens voyaient le problème. Et là, ça a montré à quel point le MTA a eu raison d'utiliser l'arme de la grève. Parce que c'était repéré par les autres comme étant un outil de la mobilisation ouvrière. Et donc, c'était la mobilisation qu'ils connaissaient, celle qu'on connaissait. Donc, c'est des gens comme nous, si vous voulez, qui étaient en train de se mobiliser. Donc, ça a bloqué net. Mais ça n'a pas bloqué la déferlante raciste, qui continuait. Alors, la Provence n'en parlait pas, la Provence provençale, mais le méridional, c'était en permanence. Et nous avions convoqué un meeting antiraciste qui n'était plus vraiment sur la question des meurtres. Si, c'était sur les meurtres, mais ça avait cessé grâce à la grève. Et ça se faisait à la salle Saint-Georges. Je ne sais plus si ça existe toujours comme salle de réunion maintenant, sur le Catalan. Une salle de la mairie, donc, où nous avions eu, donc la mairie avait accepté de faire, donc elle avait accepté que la salle nous soit donnée pour tenir ce meeting. Et nous avions, pour appeler à ce meeting, une liste de, j'ai regardé avec mon camarade Sonsa, qui n'est pas là ce soir, qui joue un rôle bien plus important que le mien au sein du MTA. 48 organisations appelées. En effet, le Front antiraciste, c'était extraordinaire. Déjà, il en manquait un certain nombre. Bon, il manquait le PCF. Et le PCF, dès qu'il y avait des gauchistes quelque part à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'est même plus la peine d'en parler, bon, c'était terminé. C'est chacun chez soi, si ce n'est pas la matraque qui sortait. Donc ça, c'était réglé. Cette question-là, c'était pas possible d'imaginer. Il y avait quand même 48 organisations. Chaque heure, une organisation nous téléphonait pour dire on retient notre signature. À chaque heure. Pourquoi? Parce que la pression était très forte, consistant à dire
vous allez provoquer. Ce n'est pas les racistes qui provoquaient. C'est ceux qui allaient dire que le racisme, c'était pas bien, et même pas une manif de rue, une réunion publique dans une salle. C'était trop, ils s'engageaient de trop. Et au fur et à mesure, et là, dès cette époque-là, j'étais quand même jeune militant, je me suis dit, c'est comme ça que ça vient. Le jour où ils vont nous emporter, c'est comme ça que ça vient. Il n'y aura personne pour résister. Les hommes vont lâcher un à un, jusqu'à ce que le terrain soit dégagé pour eux. Et il est resté une poignée d'organisations, celle d'extrême gauche essentiellement. Bon, le dernier, je m'excuse, mais bon, qui était le plus difficile, parce qu'on comptait beaucoup dessus, c'est l'idée de la CFDT, qui normalement était dirigée par la gauche de la CFDT à l'époque, bon, qui a dit on ne peut pas faire ça de syndicat. Ça se comprend aussi, hein, parce que bon, après il faut aller discuter partout, donc il y avait que les organisations de l'extrême gauche et les organisations chrétiennes, voilà, qui tenaient ce meeting. Une atmosphère que je n'ai jamais retrouvée, sauf peut-être en un des meetings fachos, on est allé attaquer à l'époque où on pouvait encore attaquer les meetings fachos. À l'époque où on pouvait encore attaquer les meetings fachos, au point du Prado. Mais il y avait, on était terrorisés. On était persuadés que l'extrême droite allait venir et nous balayer. On avait donc un service d'ordre qui faisait au moins la moitié des gens qui étaient dans la salle, qui étaient là dehors. Oui. Qui étaient là dehors. Et bon, et il s'avère, bon, je crois que c'est raconté dans le livre d'ailleurs, que la police a décidé de dire non, de protéger. De dire, bon, les fachos, je ne sais pas s'ils étaient là, mais en tout cas, on n'a rien eu ce soir, donc on a paniqué du début à la fin, mais la réunion, c'était bon. Et donc, de ça, juste, je conclus par deux éléments. D'abord, comme je l'ai dit, ça n'a pas terminé, hein, parce qu'après, il y a encore l'attentat au consulat d'Algérie, et ensuite, il y a eu de la Timone où les corps étaient déposés, ils ont été ensuite renvoyés, revenir en Algérie. Tout ça, c'était une manifestation. Ce n'était pas une manifestation, c'était un défilé mortuaire, silencieux, sans un mot. Au boulevard Baye, les gens nous jetaient des seaux d'eau par la fenêtre. Ils nous crachaient dessus. Il faut voir ce que c'était que le racisme, excusez-moi, de ces gens-là, de ce que ça pouvait représenter. Et à la fin de l'affaire, on arrive, les gens vont à Marignane, la manifestation se disperse, il ne reste plus que le service d'ordre qui allait se disperser, et une charge policière d'une violence énorme, ils n'ont pas pu le faire avant, mais ils l'ont fait à ce moment-là. Donc une bataille difficile, mais l'idée déjà de la combinaison de l'autonomie du mouvement des travailleurs immigrés, plus tard, immigrés de tout type, pas seulement arabes, mais de tout type, que sans que ça se manifeste, il n'y a pas de possibilité de sortir de la situation que nous avons. Et en même temps, attention à tout isolationnisme. Une bataille de ce type, elle est tellement dure que si elle se fait indépendamment ou sans collaboration avec les organisations de gauche en général, de gauche et autres, syndicales, etc., le risque est très fort dans ces cas-là. Et il faut arriver à combiner les deux. Ça, on est arrivé à le faire dans une situation exceptionnellement difficile. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se recommencer, mais l'idée était celle-là, avec une modification, mais je vais te laisser la parole pour en parler par la suite. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que les militants d'extrême gauche qui dirigeaient, du Maghreb, qui dirigeaient, sont rentrés au pays, pour l'essentiel. Mais par contre, ceux qui avaient fait grève, eux, la grande majorité, sont restés en France et sont devenus des Français. Je ne vais pas dire des choses, enfin des gens on est là, ils sont là, on est avec nous, et on met cette bataille. Mais le fond de la question demeure vrai. C'est vrai pour les questions des travailleurs. C'était vrai à l'époque aussi pour le moment des femmes. Hein, c'était beaucoup moins dramatique, c'était compliqué aussi. Hein. Moins dramatique, mais on a vu une très grande difficulté. Il y avait beaucoup de morts aussi. D'énormes, il y avait quand même beaucoup de morts. On a eu aussi d'énormes difficultés à faire admettre à certaines catégories, c'est pas fini, à certaines catégories que oui, l'organisation des femmes en tant que femmes, se manifestant en tant que femmes, c'était aussi une question indispensable, tout en étant mélangée au combat de tout le monde, donc des hommes en l'occurrence. Voilà, donc c'est la mémoire, hein, c'est pas de l'histoire, mais bon, je vais essayer de me rendre compte un peu des souvenirs qui me remontent de cette époque, de ces 15 jours, 3 semaines absolument terrifiantes.
D'abord, je remercie Mohamed pour l'invitation. C'est nous qui t'en remercions. À l'origine, c'était Anifa, mais Anifa m'a passé la patate chaude. Elle a trouvé un prétexte. Elle a trouvé un prétexte, j'étais plus vieux qu'elle. Bon, assez fallacieux, mais bon. Alors, je pense que ce qui est important, c'est de fixer les choses, pas seulement sur le moment 73 et ratonnable, mais aller un peu plus tôt dans l'histoire et voir un peu le continuum de ce qui s'est passé. Le mot autonomie a été employé par les deux premiers orateurs, et donc ce mot autonomie, je vais aussi l'employer pour différentes situations. Beaucoup de choses qui se sont passées sont liées à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, il y avait donc ici en France la Fédération de France du FLN, évidemment autonome, avec des possibilités de travail avec des organisations, mais avec une envie farouche de pouvoir mener sa barque comme elle voulait. Tout le monde connaît maintenant ce qui s'est passé le 17 octobre 61. Tout à l'heure, Dominique parlait de la question d'impunité. Exactement ça, c'est-à-dire que les policiers qui ont tué des gens qu'ils ont jetés dans la Seine étaient tout à fait persuadés qu'il y aurait impunité. Et l'histoire leur a donné raison. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et aussi, de la même manière, je reprends ce qui a été dit, le déni, c'est-à-dire qu'après 61, ça a été le déni, c'est-à-dire qu'il y a eu des Algériens qui ont été jetés dans la Seine, bon, la préfecture disait qu'il y en avait une poignée, etc. Et c'est resté dans les mémoires tranquillement, comme un événement qui n'était pas si grave que ça. Le moment de l'indépendance, donc un certain nombre de gens d'origine algérienne s'installent en France et la colonisation les suit. Ceux qui connaissent Marseille connaissent Atom, une association, Atom, aide aux travailleurs d'outre-mer, qui était tenue par des gens avec des tendances coloniales, c'est-à-dire qu'ils faisaient, par exemple, l'école pour les filles maghrébines dans leur cité, pour qu'elles ne sortent pas de leur cité. C'est-à-dire que dans le programme de ces filles qui étaient dans ces écoles, c'était d'apprendre à faire le ménage et d'apprendre à se comporter comme quelqu'un de civilisé, de s'habiller un peu comme les autres, etc. Donc ça c'est quelque chose de fou. Ça a duré encore jusqu'aux années 70, à la fin des années 70, donc le traitement colonial. Tout à l'heure, Dominique parlait de la police. Il faut avoir en tête que la police, à Marseille, une grande partie, c'était des policiers pieds noirs qui étaient venus ici. Donc, pas forcément les plus grands policiers, mais dans la base de la police, beaucoup étaient pieds noirs. Et donc, vous imaginez un peu comment ça se passait pour les Algériens et pour les Maghrébins, plus généralement. Les policiers, bien sûr, mais aussi l'administration. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation dans laquelle étaient les Algériens quand ils avaient renouvelé leur carte de séjour. La terreur, c'est-à-dire penser que si j'oublie un papier, on va me dire on va ne pas renouveler, ou bien il y a toujours cette menace d'expulsion, etc. Et donc les familles étaient terrorisées. Et donc ça se passait tranquillement, ça se passait à la maison de l'étranger, près de la gare Saint-Charles, et évidemment les immigrés connaissaient bien, et le reste de la population ne connaissait pas du tout ce qui s'est passé. Sur la question du MTA, dont je ne vais pas dire beaucoup de choses après ce qu'a dit Samy, un des éléments importants pour eux, c'était qu'il fallait faire en sorte que la population, que les travailleurs immigrés, comme on disait à l'époque, soient informés. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas beaucoup de moyens de communication, il y avait les tracts, bien sûr, et donc il y avait aussi le théâtre. Donc d'une part, le théâtre, puisqu'il y a plusieurs troupes de théâtre
organisé à l'époque, et aussi le système des cassettes audio qui servait comme moyen de communication pour ceux qui étaient analphabètes, parce que tract, pour beaucoup de travailleurs qui étaient dans les entreprises, dans les grandes entreprises, Renault, etc., tract, soit on leur mettait en arabe, mais les militants ne savaient pas que ce n'était pas lire l'arabe non plus, les gens qui étaient dans les usines, c'était, comme on dit, analphabète bilingue. Donc ça, c'est cette partie culturelle, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que le MTA, bien sûr, l'essentiel, c'est la partie syndicale, politique, lutte par rapport à la Palestine, mais c'est aussi un mouvement culturel qui a permis à des gens de s'exprimer. Évidemment, le MTA, farouchement, il voulait l'autonomie, mais sachant que c'était compliqué, avec l'extrême gauche, c'était compliqué, parce que c'est vrai que les soutiens, c'était en gros l'extrême gauche et une partie des quatre de gauche, et c'était... donc moi, ce que je dis là, c'est pas un souvenir comme je disais Joshua, pour moi, j'ai rencontré des gens du MTA, parce que moi je ne suis pas tout à fait de la génération, et ils m'expliquaient que c'était souvent très, très compliqué, mais bon, ça a été quand même fructueux. Dans les sous amicales des Algériens en Europe, là, c'est un souvenir personnel, j'étais à la manif, à la procession après l'assassinat de la jeunesse, et je me rappelle des gens de l'amicale des Algériens en Europe qui battaient les gens du MTA, un coup de bâton. Et donc c'était quelque chose qui était absolument fou, c'est-à-dire que l'amicale des Algériens en Europe avait cette aura du FLN, et donc des partis politiques, notamment le Parti communiste, le Parti socialiste, les considéraient comme légitimes, alors que dans la population, tout le monde savait que, pas du tout, ils n'étaient pas légitimes. Sur les mots, tout à l'heure, Samy vous a donné un papier sur Gabriel Domenech, je crois que c'est ça. Oui. C'est Zemmour. C'est Zemmour. Moi, quand j'ai entendu Zemmour, c'est ce que je lui dis, c'est Domenech. Et donc, à l'époque, ça a fait un peu de bruit quelques jours, mais c'est passé. Et donc, les mêmes mots peuvent revenir très très longtemps après. Sur la question de l'attentat au consulat d'Algérie, il faudrait faire un sondage à Marseille qui est au courant qu'il y a eu un attentat au consulat d'Algérie. Un consulat, des morts, des blessés, des mutilés. Qui est au courant qu'il y a eu ça? Et on peut se demander aussi pourquoi l'État algérien n'a pas fait beaucoup sur ces questions. Il n'y a pas de si quand même, moi je suis bien placé pour dire, j'ai entendu leur remarque, l'État algérien n'a pas fait grand-chose sur ces questions-là depuis 40 ans. Ça va faire 40 ans l'année prochaine. Et donc là, justement, il y a un certain nombre de personnes qui préparent des choses pour rappeler cet événement qui est un événement absolument important, absolument capital. Ouais, 50 ans. 50 ans, ça. 50 ans. Ne te rejeunis pas, 50 ans. Ça marche, 40 ans. C'est 20 ans. Ouais, 50 ans, Merci. malheureusement. Merci. Après le MTA, il y a eu quelque chose de nouveau, c'était Sans Frontières, le journal Sans Frontières. Une partie des gens qui étaient plus ou moins dans la MTA étaient là au moment de la création de Sans Frontières, et ce journal, qui s'appelait Journal de l'immigration, c'était un peu le lien entre les militants les plus anciens et ceux qui étaient des gens qui étaient nés ici ou qui avaient toujours vécu ici. Donc c'est vraiment l'élément qui a fait qu'il y a eu une rencontre, parce qu'il faut dire la réalité, le MTA était implanté par rapport aux questions syndicales, etc., mais par rapport aux gens dans les cités, etc., il n'était pas présent. Et donc, c'est à mon avis, le moment de Sans Frontières qui fait que les gens qui étaient ici, un peu de ma génération, ont commencé à avoir des relations avec des gens qui étaient des militants plus aguerris, qui étaient là depuis plus longtemps. Et là aussi,
ce journal sans frontières, c'était un journal qui a été fait de manière autonome, même s'il a été aidé, notamment, certains ne savent pas peut-être, par les gens de l'IB, l'IB de l'époque. Hein. Les journal lyonnais, ça, sans frontières, non? Il y en a, Non, il y en a à Marseille? Non, c'était parisien. C'était parisien. C'était parisien. Après, bien sûr, je travaillais avec des gens de Lyon, de Marseille, etc. Mais c'était à Paris que tout se passait. En 81, il y a eu la question du droit d'association qui est enfin venue. Et donc, pour la nouvelle génération, c'était un début de possibilité de s'affirmer dans l'espace public, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais au moment des assassinats de 73, moi j'habitais à Bassens, je me souviens très bien que les gens avaient peur. C'est-à-dire que les parents disaient aux enfants, ne sortez pas, restez dans la cité. C'était vraiment un vrai climat de terreur. Et donc, avec le droit d'association, il y a eu un certain nombre d'associations qui se sont créées. À Marseille, il y a eu Radio Gazelle, donc une radio qui a aussi été dans l'autonomie. Et par rapport justement à l'autonomie, il y a quelque chose qui est un peu dur à dire, mais c'était un moment où en gros, Radio Gazelle, c'était plus ou moins gauche, extrême gauche. Et le Parti communiste nous considérait soit comme des gauchistes, soit comme des socialistes. Et donc, alors que c'était vraiment un moment où ils ont raté un coche important, parce que la plupart d'entre nous, on était plutôt dans le radicalisme politique. On n'était pas du tout dans ce qu'ils disaient. Et donc, comme on a toujours prôné l'autonomie, c'est-à-dire qu'on voulait bien travailler avec tout le monde, mais qu'on ne voulait pas être chapeauté. À partir du moment où on ne voulait pas adhérer à tel parti, ça a été compliqué. Alors la marche, bon là je ne vais pas dire grand-chose, beaucoup de gens sont au courant, mais un élément qu'il faut bien retenir, c'est qu'un des mots d'ordre de la marche était rengainer vos fusils. Rengainer vos fusils, parce que les crimes racistes, c'était aussi un des thèmes qui ont fait que cette marche a eu lieu. Bon, à Marseille, vous vous souvenez bien sûr de la mort de Hawari Ben Mohamed, tué par un policier, de Zahir Boujelal, tué par un tonton flingueur, comme on les appelait à l'époque. Et donc, c'était pas vraiment l'atmosphère de 73, mais c'était aussi encore des moments très, très difficiles. Après la marche, il y a eu la grande imposture SOS Racisme. Je sais que beaucoup ont cru que c'était une association sympa, etc., alors que c'était une création du Parti socialiste, de Mitterrand. Moi-même, j'ai participé à une rencontre avec les premiers, c'est-à-dire Alain Désir, Julien Drey, en leur disant c'est pas votre main, etc. Ça permet que beaucoup de gens s'y intéressent. Maintenant, il faut que ce que vous faites là, les associations qui existaient avant vous, ont travaillé ensemble. Et la réponse était non. Petite anecdote. Miramas, un crime raciste. Donc nous, on y va, on va voir la famille, on commence à faire une collecte pour les avocats, etc. Et le jour, l'après-midi où on était là-bas, avec la famille, arrive Harlem Désir, arrivé de Paris en avion, prend une voiture de location, une grosse voiture de location, et il arrive, il dit à la famille, ne vous inquiétez pas, l'avocat, c'est nous, on paye. Et tous les médias ont dit, ouais, super, SOS Racisme va s'occuper de cette affaire-là. Comme vous le savez, le temps judiciaire est un temps long. Le jour où il fallait faire le procès, il n'y avait pas d'avocat. Et donc, quand on voit qu'aujourd'hui, il paraît que de nouveaux groupes qui s'appellent la Maison des Potes
veulent faire quelque chose suite à la marche, mais c'est une imposture mais incroyable, c'est une insulte. J'espère que ceux qui ont été bernés à l'époque ne vont pas continuer à être dans cette posture-là. C'est vraiment honteux. Après la marche, il y a eu une tentative d'organisation, on appelle ça les associations des jeunes issus de l'immigration. Donc il y avait des collectifs par région. Et pendant un an, les choses ont été très, très intéressantes. Bon, ce qui était vraiment à la limite étonnant, c'est que quand on arrivait, on se rencontrait avec le comité de la région PACA, avec des gens de Lyon, des gens de Paris, etc. On n'avait pas besoin de discuter longtemps. On avait exactement les mêmes problématiques. Et donc, le travail a commencé à se faire pour essayer de faire quelque chose de pérenne. Malheureusement, ça n'a pas tenu le coup, entre autres parce que de l'argent, comme celui qui a été donné à SOS Racisme, a été donné à un certain nombre de personnes. Et ça a créé des divisions, mais c'est l'expérience, là aussi, de mouvement autonome qui me semble très importante. Enfin, un dernier mot sur l'affaire Ibrahim Ali. Je me souviens avoir rencontré les associations de Comoriens en disant bienvenue en France, vous payez le prix du sang. J'ai oublié, mais c'est l'intérêt général. Franchement, achetez le livre de Dominique. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Celui-là, tu veux bien venir prendre? Alors, si vous avez des questions, on va prendre un tour de parole. Moi, j'aimerais quand même faire intervenir rapidement Anifa, qui est quand même directement concerné par ces problématiques-là. Anifa, si tu veux nous dire un mot pour prolonger surtout l'intervention de Saïd. Je prends une minute pour dire que le racisme est une question d'actualité, terriblement d'actualité. Je crois que ce que tu dis, Saïd, on a un sujet dessus. On est français, oui, mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est qu'aujourd'hui encore, on n'est pas français dans la tête de beaucoup de monde, d'énormément de monde. On considère que le racisme ou l'antiracisme, c'est un combat qui est déjà gagné. Non, je crois qu'il y a vraiment notre part, en termes de génération, et je parle surtout aux jeunes, à réinvestir ce champ de lutte. Sinon, on ne va pas y arriver. Je veux dire, on est dans un système, je ne sais pas qui c'est qui regrettait le fait qu'il n'y ait pas de réseaux sociaux avant. C'est toi, Saïd? Je crois pas. Moi, je crois que c'est même pire aujourd'hui. C'est même pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ce qui se diffuse en termes d'information, de façon quasi virale, pardon de le dire aussi trivialement, c'est de la merde. Tout ce qui est message un petit peu compliqué, tout ce qui est message de solidarité, tout ce qui est message de partage, tout ce qui est message de fraternité, c'est extrêmement difficile à faire passer. Par contre, quand on a entre guillemets l'aura d'un Lula, on peut faire passer toutes les conneries de l'espace à travers les réseaux sociaux. Donc le combat est peut-être encore plus difficile qu'à l'époque. Anifa, je te laisse la parole. C'est toujours des sujets plombants. Si au moins on avait fini le combat. Ce qui me ravit, c'est de voir des jeunes et l'épuisement des vieux et l'énergie des jeunes, parce qu'il va falloir vraiment qu'on se connecte là. Quand je vois Samy, je l'aime beaucoup, Pierre Bonnard, tiens, qui était dans la salle. Que vous dire? Un regard de fille, de travailleurs immigrés. Les années 73, c'était des années où je me souviens de nos pères et de nos mères qui tremblaient, qui comptaient leurs enfants, une espèce de couvre-feu
qui a duré jusque dans les années 80 en fait. Donc l'été, les mamans descendaient dans la cité. Donc du coup, il y avait l'œil collectif qui surveillait tous les enfants n'avaient pas le droit de quitter la cité. Et l'hiver, c'était couvre-feu, dès qu'il fait nuit, filles, garçons, il fallait être à la maison. C'est juste pour vous dire la peur dans laquelle nous avons grandi. Un enfant qui grandit dans cette espèce de peur non dite en plus. Nos parents ne nous ont pas raconté la guerre d'Algérie. Nous, on est arrivés, on nous a balancés dans des bidonvilles, dans les années 70, dans des HLM, mais la guerre d'Algérie et les traumatismes qu'ont vécu nos parents. Je vais vous dire juste une petite anecdote pour détendre un peu l'atmosphère. Un jour, j'ai dit à ma mère, tu me racontes ton histoire d'amour avec papa? Et elle m'a dit, elles étaient 8 filles, donc 2 étaient mariées, il en restait 6. Et puis les soldats étaient arrivés au village. Je fais partie des villages très très éloignés dans les Aurès, même si la guerre a éclaté dans les Aurès. Et les soldats arrivaient, et le père de ma mère a décidé de donner ses filles, c'est l'expression qu'elle m'a dit, de donner ses filles pour ne pas qu'elles se fassent violer par les soldats alors qu'elles étaient non mariées. Ça, c'est l'histoire d'amour de ma mère. Donc, allez grandir et allez vous épanouir avec des histoires pareilles. C'est-à-dire que la guerre d'Algérie, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, j'étais celle qui devait traduire les informations à mon père tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Il fallait arrêter tout, il fallait venir s'asseoir à côté de papa. Il fallait traduire. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils disent. La seule chose qu'ils attendaient, c'est qu'ils nous mettent dehors. C'est quand qu'ils nous mettent dehors. Avec l'histoire de Valéry Giscard d'Estaing et de Prendre-Émile Vallée-Castois et du reste, ils nous ont coupé la bourse à ce moment-là, enfin bref. Donc, cette espèce de terreur dans laquelle nous avons grandi, ben, soit elle vous détruit, soit elle vous construit. Il n'y a pas 30 solutions. Donc ici, vous avez des militants qui se sont construits à travers ces luttes. Saïd Boukenous, je l'ai vu pour la première fois le 18 octobre 80, au Flamand, quand Lawari Ben Mohamed a été assassiné par un CRS. Moi, j'étais au lycée, et j'étais au lycée des Remparts dans le 7e arrondissement, donc j'étais loin de tout ça. Et puis quand on est au lycée, ben, on a envie d'être comme tout le monde, on dit qu'on est une enfant d'immigrés, on veut passer son bac comme tout le monde. Et puis on est happé par la mort. Là, en bas de chez vous, il y a un flic qui bute un jeune de 16 ans. Et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, moi personnellement, est né quelque chose de l'ordre de l'injustice terrible, mais vraiment quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer. C'est la première fois de ma vie que je ratais l'école. Pour moi, l'école, c'était ma bouée de sauvetage. Je séchais les cours pour aller aux manifs, en cachette de mes parents. Un jour, ma mère l'a appris, et elle m'a dit, arrête, ils vont t'expulser, parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose, l'épée de Damoclès dans laquelle nous avons grandi, l'expulsion, la double peine. Donc ça aussi, filles, garçons, alors là, c'est pareil, là, par contre, le genre ne vous sauvez pas. Et j'ai répondu à ma mère, cette phrase terrible qui est, et si c'était ton fils, tu aimerais que des gens se mobilisent. Elle m'a répondu, c'est vrai. Et 4 mois après, c'est son fils, donc mon frère, qui a été assassiné à 20 mètres de la Wari. Donc on est happé non pas par un combat de l'anticapitalisme, du féminisme ou de je ne sais quoi, mais de la mort. C'est dans ça, moi, que mon militantisme est né. La marche, c'était marcher aussi pour nos morts. Et du coup, c'est lourd comme combat. C'est vraiment très lourd. Moi, j'ai toujours du mal à en parler, à témoigner. Je le fais ce soir. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais si je le fais, c'est pour les jeunes, pour que vous compreniez que ces combats, nous n'en sommes pas les pionniers. Nous-mêmes, nous étions héritiers avant nous, il y en avait eu. Et aujourd'hui, il faut prendre la relève. Mais je dis aux jeunes, mais je dis aussi aux copains de gauche. Parce que les copains de gauche, sur cette thématique-là, elle a été trop noyée dans le mot discrimination. On avait encore tout à l'heure le débat. J'ai travaillé dans une fondation en lutte contre l'exclusion. On a beaucoup travaillé sur les quartiers, les jeunes, les entreprises, l'emploi et tout. Et à partir du moment où on a noyé ça dans les discriminations, là on a commencé à parler du problème des femmes, du problème LGBT, du problème ceci, du problème ça. Et on a perdu le mot racisme, qui aujourd'hui nous pète à la gueule tous les soirs avec Hanouna ou avec Zemmour. C'est du racisme. C'est pas un autre combat, c'est vraiment celui-là. C'est je hais l'autre parce qu'il est différent, je hais l'autre parce qu'il est arabe, je hais l'autre parce qu'il est noir. Et avant, ils nous haïssaient. Alors j'ai toujours dit, avant, ils nous aimaient pas.
Maintenant, ils nous détestent. Hein. Il y a quand même un pas qui a été franchi. Hein. Donc, dans les années 73, les ratonnades, c'était du passage à l'acte. Ben, moi, je vis aujourd'hui dans la même terreur que ma mère, c'est-à-dire que mes frères, mes petits-enfants, mes beaux-fils, parce que c'est souvent les hommes qui sont tirés comme des lapins quand ça dérape, ben, c'est moi qui ai hérité de cette terreur, de la peur de la nuit, de la peur de... Ben, c'est moi qui ai peur de l'autre aujourd'hui. Donc, malgré mes 40 ans de militantisme et de combat, ben, je vis aujourd'hui ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire une montée du racisme, une réelle montée du fascisme, je dirais même, parce que on parle beaucoup du racisme, on devrait tous parler du fascisme. On traitait Le Pen de facho, et je trouve que ces mots fascisme, racisme ont disparu de nos combats collectifs. Il faudrait peut-être les ramener. Merci. Merci beaucoup, toujours passionnant. Et alors, Mohamed m'a demandé de prendre des prises de parole. Il y a de nombreuses prises de parole, vous êtes nombreux, donc on va essayer, s'il vous plaît, de se limiter entre 1 et 2 minutes. Pour l'instant, j'ai noté